Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est très récurrente dans les commentaires de la chaîne, c'est mais quel est le risque réel pour que la Russie nous attaque réellement et que nous ayons besoin d'entrer en guerre en se défendant évidemment, puisque jamais nous n'attaquerons la Russie, ce sera forcément une défense. Parce que vous vous souvenez, en Union européenne, il y a un traité de défense commun qui est plus engageant que l'OTAN. L'OTAN, on s'engage si on le souhaite en fonction de nos moyens, et là ça inclut les Américains. L'Union européenne, c'est évidemment juste nous, et là il n'y a pas le choix, réglementairement, on est obligé de s'engager. Et donc vous avez un certain nombre de responsables politiques et militaires qui commencent à dire que la préparation russe pour une invasion, une attaque sur un pays de l'Union européenne, et notamment dans les pays baltes, n'attendrait pas 2-3 ans tel qu'on le pensait jusqu'à maintenant, mais pourrait survenir beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que le ministre de la Défense allemand Pistorius, qui est a priori quand même quelqu'un de bien renseigné, dit que l'été 2025 était peut-être le dernier qu'on aurait vécu en paix, et le chef d'état-major de l'armée suédoise, qui est bien renseigné, qui est en première ligne lui aussi, eh bien lui aussi, il dit que la Russie va rapidement vouloir tester la solidité de l'OTAN. Est-ce qu'on est vraiment cohérent dans notre défense? Et donc je voulais d'abord l'extrait de cette vidéo, puis après je vous explique. Le chef d'état-major suédois en est convaincu. La Russie va très prochainement mettre à l'épreuve l'engagement de défense collective de l'OTAN, c'est-à-dire justement l'article 5. Que dit-il ? Je suis sûr et convaincu que la Russie serait prête à tester l'article 5 de l'OTAN à tout moment dans les pays baltes ou dans une autre partie de l'Europe. La Russie est prête à prendre d'énormes risques stratégiques pour obtenir tout ce qu'elle juge possible d'obtenir. Nous l'avons constaté en Tchétchénie, en Géorgie et en Crimée. Là, ça serait quand même un risque stratégique énorme, plus qu'énorme. Je pense que le risque face à l'OTAN. Tenter de prendre par exemple Narva. À ce moment-là, c'est qui tout double. Soit on répond et on les empêche de prendre Narva, et puis le risque, il n'est pas pire que les pertes qu'ils subissent aujourd'hui en Ukraine. On ne va pas faire de guerre atomique, on ne va pas bombarder Moscou pour ça. Oui, et donc on s'arrêterait là en fait. On s'arrêterait là. Donc le risque, au pire, c'est de faire un petit peu comme en Ukraine, perdre plein de monde pour pas progresser de beaucoup. Attendez, Soit, oui. À ce moment-là, on ne réagit pas du tout, voilà. Et il continue. Donc entre le kit et le double, moi j'ai l'impression que c'est quand même à bénéficiaire pour eux. Au pire, c'est pas pire que l'Ukraine pour eux. Donc je pense réellement qu'ils ont tout intérêt à tester rapidement, 1-2 ans, vraiment rapidement, une fois qu'ils auront, surtout s'ils obtiennent un cessez-le-feu, parce que là on sait que les 800 000 hommes qui sont sur le front ukrainien, ils sont prêts à venir en face. Et s'ils nous testent à Narva, ils continuent après, j'en suis sûr. Et puis l'aérien et le naval, c'est pas le terrestre. Tout à fait. Dans l'aérien, dans le naval, on écrase les Russes. Il n'y a aucun doute. Si demain on met les 800 000 hommes russes, le problème c'est le terrestre. À l'armée européenne, le temps qu'on se mobilise. C'est ça le problème. Pour vous, c'est ça, Xavier Titelman, le maillon faible côté européen. Michel Goya ? Non, c'est vrai, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Vladimir Poutine, c'est quand même l'homme qui a lancé 5 offensives terrestres, on va dire. Oui, lui, il jure que par le terrestre. Non, il n'y a pas que ça, mais il a lancé 4 attaques. Il les a lancés. Oui, il a lancé la Géorgie, la Crimée, février 2014, la Tchétchénie. Alors, je parle des pays extérieurs, on va dire aux frontières. Il y a eu une offensive, une vraie offensive de l'armée russe en août 2014, une autre en février 2015 dans le Donbass, et puis bien sûr l'attaque de l'Ukraine. Donc c'est le dirigeant qui a lancé 5 attaques contre les pays voisins. Ça doit être le record depuis 1945 pour un seul dirigeant. Donc, et là, c'est comme si un cambrioleur qui avait volé 5 fois, cambriolé 5 appartements, il est toujours dans la nature. Et là, vous vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe ? Soit il est touché par la grâce, il dit non, c'est vraiment mal ce que je fais. Soit il continue, c'est ça ? Soit vous vous dites qu'il va peut-être recommencer. Et donc, l'attitude à avoir, c'est peut-être de se préparer à ce que, il recommence. Et donc, évidemment, et le recommencement, ce serait peut-être, sans doute, effectivement, pour la première fois, toucher un pays de l'OTAN. C'est là que, effectivement, politiquement, les choses changent. Mais enfin, il ne peut pas croire, Vladimir Poutine, que toucher un pays de l'OTAN aura exactement les mêmes conséquences que ne pas toucher un pays de l'OTAN. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle du test de l'article 5. Après, il y a 2 scénarios. Il y a le scénario artichaut, on y va petit à petit, ou grenouille ébouillantée. Donc on y va à un seuil qui est tellement bas, lentement, tellement bas que ça ne peut pas susciter justement on considère que c'est même pas une agression, que c'est tout petit, on ne le voit pas. Donc il n'y a aucune raison de faire appel à l'article 5 puisque on n'est pas vraiment agressé petit à petit. Ou alors vous faites exactement l'inverse.
C'est-à-dire, vous allez d'un coup, en quelques jours, vous dites, voilà, on va manger quelque chose, on va manger l'Estonie, on va manger peut-être même les Pays-Baltes, et on s'arrête, on place tout le monde devant le fait accompli, en disant, on déploie les armes nucléaires, attention, maintenant c'est bon, stop, on arrête là et on négocie. Ça, en réalité, c'est le scénario le plus dangereux sur lequel on réfléchit et qu'il s'agit de dissuader, mais en réalité en mettant en face des forces capables de le stopper. Et ces forces sont essentiellement d'abord terrestres. Oui, là vous avez l'air d'en douter justement qu'on soit capable de les... C'est là que vous nous... Moi je ne suis pas du genre à avoir peur, mais c'est là où vous nous faites un peu peur. Si Xavier Titelman, vous pensez que justement le problème ce sont nos forces terrestres... Ok, je vais donner un exemple. Le blindé terrestre Serval de lutte anti-drone, qui devait être prêt en 2027, il sera finalement prêt qu'en 2028, et puis il sera certifié qu'en 2031. Et on en aura combien ? Et ça veut dire que si les Russes veulent attaquer, pourquoi est-ce qu'ils attendaient 3 ans ? C'est le moment, là. Oui, c'est ça. Et ne leur donnez pas de mauvaises idées. C'est maintenant qu'on n'a pas de drone en masse, c'est maintenant qu'on n'a pas de système pour se défendre, contrairement aux Ukrainiens. Bon, mais donc, ça serait le bon moment maintenant. Oui. Si les Russes veulent tester, c'est dans les 2 années. Enfin, pour le moment, ils ne le font pas. Enfin, je suis désolé. Parce qu'ils sont embourbés en Ukraine. Parce qu'ils sont embourbés en Ukraine. Donc, il faudrait qu'ils cessent d'être embourbés en Ukraine pour le faire. Oui. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait une paix en Ukraine. C'est ça la condition. Un cessez-le-feu et qu'ils puissent mettre 500 000 hommes face aux Pays-Bas. Donc, vous l'avez compris, si la Russie se contente de traverser le fleuve qui la sépare de la ville de Narva en Estonie, et que nous ne réagissons pas, que nous ne rentrons pas en guerre pour récupérer Narva, à ce moment-là, c'est la fin de la sécurité européenne collective, telle que l'on la connaît jusqu'à aujourd'hui. Les États-Unis, a priori, ne s'engageraient pas, et les Européens, est-ce qu'on va aller se battre pour Narva ? La réponse doit être oui, absolument, sans aucun doute, et c'est seulement avec une fermeté claire, et avec une montée en puissance et un réarmement psychologique, que la Russie nous croira capable de répondre, et donc elle évitera cette offensive. Mais en attendant, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ? C'est parce qu'en réalité, vous vous souvenez, en avril 2021, la Russie avait commencé à accumuler des troupes tout autour de l'Ukraine, et j'avais fait une vidéo par exemple sur la chaîne à l'époque en expliquant pourquoi est-ce que c'était les prémices d'une invasion. Il y en avait plein d'autres qui pensaient que c'était juste un exercice et que Poutine, quand il disait « mais non, vous inquiétez pas, on n'attaquera jamais l'Ukraine jusqu'en février 2022 », et bien que il fallait croire la Russie évidemment, et que la réalité du terrain n'était pas une réalité. Et bien cette fois-ci, la réalité du terrain, c'est que les Russes préparent déjà des baraquements qui sont juste en face des Pays-Bas, juste en face de l'Estonie, de la Lituanie, etc. Ce qui fait qu'il n'y aurait pas, en plein air, de plein jour, des dizaines et des centaines de milliers de soldats qui vont s'accumuler, tels qu'ils se sont accumulés autour de l'Ukraine, et qui nous a permis de les voir se mettre en place. Là, ils vont déjà être basés sur place. Ils vont être à moins de quelques heures de route de la frontière. Donc on ne pourra pas se dire, tiens, les Russes se préparent. Quand les Russes décideront, et qu'ils seront juste en face des Pays-Baltes, quelques heures plus tard, ils seront sur la frontière, et éventuellement, ils peuvent la traverser. Et ça, c'est une grosse différence avec le passé, c'est que nous sommes obligés, si nous voulons défendre ces pays, d'avoir stationné sur place des milliers et des milliers d'hommes, des brigades entières. Les Allemands ont déjà prévu de mettre 1 ou 2 brigades dans les Pays-Baltes, il faudrait que les autres pays aussi puissent le faire, parce que c'est la seule possibilité d'être capable de freiner, évidemment, cette invasion qui serait de grande taille. Alors vous me dites aussi beaucoup dans les commentaires, mais militairement, on n'est pas meilleur que les Russes, mais technologiquement, nous sommes infiniment supérieurs. Nous sommes meilleurs dans tous les domaines, sans exception, en détection, en guerre électronique, en radar, en missiles, tout ce que vous voulez, en portée. Sauf que la masse fait la différence dans ce cas-là. Nous sommes... Alors par contre, nous écrasons, de par notre masse et notre qualité, l'aviation russe. L'aviation russe n'a aucune chance, elle a été confrontée simplement à l'Union européenne, même sans les Américains. La marine russe n'est pas capable de faire quoi que ce soit, étant donné toutes les défenses et les batteries côtières et les missiles qu'on a sur nos bateaux qui portent plus loin. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de domaine, et on pourra réellement soutenir ces pays. Mais par contre, au niveau terrestre, les Russes ont accumulé une expérience qui est sans égale, avec, évidemment, sauf à part l'Ukraine, mais que nous n'avons pas. Et les quelques centaines de milliers d'hommes qu'ils ont autour de l'Ukraine ou en Ukraine, s'ils en mettaient quelques dizaines de milliers, et qu'ils avaient fait avec 150 000, 200 000 hommes, juste pour prendre Narva, juste pour attaquer, par exemple, le couloir qui rejoint Kaliningrad à la Lituanie, est-ce que nous réagirions? Est-ce que nous aurions la capacité de répondre? Et est-ce que nous saurions nous défendre face à une armée qui est capable de produire 15 000 drones kamikazes par jour? On voit bien dans nos entraînements qu'on ne s'est pas adapté à cette réalité du terrain.
Que font les Ukrainiens? Eh bien, eux aussi, ils produisent 15 000 drones par jour. L'Europe n'est pas capable de le faire. Les Ukrainiens, pour tenir, ils ont des robots terrestres, par centaines et par centaines. Ils font de la livraison par drone de grande taille aérien. C'est ça qui permet de tenir la ligne de communication, puisqu'on ne peut même pas aller avec un blindé sur place sans se faire éclater par ces drones kamikazes. Donc aujourd'hui, nos armées ont des technologies qui dépassent très largement tout ce que fait l'armée russe, mais quand vous avez un blindé français face à 10 blindés russes, et que vous avez une dizaine de soldats de l'Europe, des pays de l'OTAN, face à une centaine de Russes dont la Russie n'a pas de problème à les sacrifier à 80%, mais si elle avance, eh bien c'est ça notre difficulté, c'est qu'il y a réellement un risque que la Russie tente, essaye, voit si ça marche, et à partir du moment où elle voit que ça marche sur Narva par exemple, à ce moment-là, elle a la certitude qu'on n'ira pas défendre le reste de ces pays. Et donc, Patrouchev l'a dit clairement, c'est le premier conseiller de Poutine, l'avenir des pays baltes est de revenir dans l'Empire russe. Ils le disent, ils l'affichent. Donc ils sont en train d'aligner militairement leurs annonces politiques, avec leur agressivité aérienne, avec le viol des espaces aériens dans ces pays également, avec la modification des frontières maritimes navales en déplaçant des bouées, des choses qui sont complètement invraisemblables. Les Russes se permettent de le faire parce que nous ne réagissons pas. Et quand on a les ambassadeurs de Russie qui disent « si jamais vous défendez votre espace aérien contre nos avions qui violent vos espaces aériens », c'est la guerre. Donc il faut en plus qu'on laisse les Russes violer nos frontières aériennes, ils viennent dans notre salon, ils s'installent sur le canapé, et il faut surtout pas qu'on réagisse parce que sinon c'est la guerre. Mais d'accord, et donc il faut qu'on vous laisse vous installer chez nous, il faut que vous squattez chez nous, il faut que vous annexiez mon salon, et ça, c'est à cette condition-là que vous n'allez pas faire la guerre. Donc voilà, ça, c'est la difficulté face à la Russie aujourd'hui, c'est qu'ils se préparent matériellement, mentalement, psychologiquement, politiquement, depuis quand même relativement longtemps maintenant, pour être capable de faire cette guerre, et que nous en sommes au début de ce réarmement qui est matériel, et on est trop lent. Mais on commence enfin à s'y mettre, mais il a fallu quand même, on a beaucoup de retard. Il y a le réarmement psychologique, et ça passe par la réalité du terrain. Nous ne déclencherons jamais la guerre, mais si jamais nous sommes attaqués, évidemment nous nous défendrons, et malheureusement il y aura des morts, et donc il faut dès maintenant renforcer notre capacité de défense pour mieux dissuader la Russie de tenter cette malheureuse aventure qu'aujourd'hui on voit venir. L'autre élément, c'est évidemment le soutien à l'Ukraine. Mieux on soutiendra l'Ukraine, moins il y a de risques que la Russie tente une nouvelle aventure guerrière vers l'Europe cette fois-ci. Et donc le soutien à l'Ukraine doit être renforcé, il peut être renforcé. Je suis content que le soutien à l'Ukraine, dans les sondages, sondage après sondage, on voit que ça monte. On voit que Sky Shield, 63% des Français soutiennent l'interception des missiles russes au-dessus de l'Ukraine par nos avions. Nos avions décollent de Pologne, détruisent des missiles russes qui visent des civils et reviennent se poser en Pologne. Les Français sont favorables à un engagement direct de nos avions pour sauver des civils et pour détruire des missiles russes. Ça, c'est un signe politique qui est fort. Ça, c'est un signe pour les Ukrainiens. Et le fait d'aller sur le terrain, de sauver des gens, ça, c'est réellement quelque chose qui est attendu. Voilà. Il y a une autre question qui revient régulièrement, c'est est-ce que le front est réellement en train de s'effondrer? La réponse, elle est non, elle est claire, et pour ça, je vous renvoie vers un deuxième extrait que je vous mets maintenant. On est là dans la région de Zaporijjia. Ça fait partie de ces avancées. Elles sont relatives, mais il y a ici et là des avancées de l'armée russe. Ici, c'est le ministère russe de la Défense qui diffuse cette vidéo qui montre des soldats en uniforme brandissant, vous le voyez, les drapeaux russes dans la région de Zaporijjia. Qu'est-ce qu'on sait actuellement des avancées relatives de l'armée russe? Alors, c'est dans l'épaisseur du trait. Il ne faut pas oublier, en 1000 jours, les Russes ont conquis 1% de l'Ukraine. Eh ben, ils sont toujours sur le même rythme. Donc, au rythme actuel, il leur faut encore 80 ans pour conquérir la totalité de l'Ukraine. Donc, quand ils prennent 200 km², on ne va pas dire qu'il y a un effondrement du front, il faut s'inquiéter. Les Ukrainiens, depuis maintenant 3 ans, ont mis en place un recul organisé dans lequel ils font souffrir les Russes le maximum. Oui, les Russes progressent. Les Russes prennent des petits villages. Là, on voit qu'ils mettent un drapeau sur un champ de ruines avec un demi-poulailler et une maison détruite à côté par eux. Je ne peux pas considérer que c'est une victoire stratégique qui changera quoi que ce soit sur le front. Tout comme la chute future de Pokrovsk n'aura pas d'effet, tout comme Bakhmout, tout comme Avdiivka, tout comme les autres villes qu'ils ont pu raser et conquérir ensuite. La grande question, c'est de savoir si les 3 villes forteresses qui sont au-delà, dans l'oblast de Donetsk, elles, est-ce qu'elles vont être capables de tenir face aux Russes? Chassivière, Toretsk, oui. Oui, ben ça on ne le sait pas. Donc il y a quand même... sont infiniment plus lourdes, j'entends, en capacité de défense que celles qui étaient devant Pokrovsk. Et très organisées, d'après ce que j'ai compris. Très stratégique dans plusieurs endroits. Et les 550 jours qu'il a fallu
pour conquérir Pokrovsk, ce sera pire pour derrière, pour continuer à avancer, notamment pour prendre Kramatorsk, qui est une ville beaucoup plus grande et beaucoup mieux défendue. Le nord, c'est pareil à Sloviansk. Donc oui, je pense que ces villes, notamment Chassiviar, qui se trouve à seulement 6 km à l'ouest de Bakhmout, elle finira par tomber, que ce soit demain ou dans 2 mois, finalement. Sauf qu'on le disait il y a un an. Moi, je me souviens, en Bien sûr. septembre 2024, on disait la chute de Chassiviar, c'était en nombre de jours. Et Chassiviar n'est pas entièrement tombé aujourd'hui. Et Pokrovsk, Voilà. c'était août 2024 qu'on attendait la chute prochaine. Et Pokrovsk, ça fait 1 an et demi, et Pokrovsk tient toujours, on peut Bien le sûr. dire. Pokrovsk tient toujours, de même que Kupiansk tiennent toujours ce soir. Et tout cela au prix de combien de morts dans chaque camp? Alors la Voilà, je Russie sais a eu pas. une fuite Ouais. de données qui a été récupérée. Vous savez qu'il y a beaucoup de données avec les 2 millions de documents russes qui concernent le nucléaire, etc. La Russie a un document interne avec 280 000 pertes militaires, morts, blessés graves et prisonniers depuis de janvier à septembre 2025. Donc ça, ce sont les chiffres russes internes qui ont réussi à être récupérés. On estime qu'au total, ils en sont à un peu plus d'1 100 000 pertes militaires au total. Et les Ukrainiens, de leur côté, ils ont au moins 130 000 morts et disparus et au moins 300 000 blessés graves. Vous aviez 400 000 d'un côté et 1,1 million de l'autre, c'est énorme. Est-ce que vous êtes sûr de cette proportion? C'est-à-dire que tout d'un coup, le soldat ukrainien mourrait 3 fois moins? Non, mais c'est logique, ça, sur le plan de la défensive. Il défend. L'agresseur meurt. Quand on est en défensive, on perd moins que quand on est en attaque. C'est logique parce qu'on n'est pas obligé de mettre le nez au-dessus de la tranchée. On est beaucoup plus protégé et on inflige des pertes. Et c'est la raison pour laquelle la défensive, c'est une relation du faible au fort. Et la défensive, là, ce qu'on appelle militairement du freinage. C'est-à-dire qu'on échange du terrain contre du temps. Et donc, on recule de ligne en ligne en infligeant le maximum Mais pardon, d'attrition. à 3 heures d'avion, on est à peut-être 1 million de morts. Oui, c'est Et des là, pertes on de la parle pas des Deuxième civils, Guerre mondiale, encore ça. une fois, hein. On parle pas C'est des des civils. pertes de la Deuxième Guerre mondiale. On est dans un ratio quotidien de pertes peut-être plus en 14-18, c'était 1000 morts par jour côté français uniquement. Mais on est dans un ratio de pertes qui ressemble à un combat de haute intensité entre 40 et 45. Oui. Les efforts guerriers aussi dans la région de Pokrovsk. Regardez, soldats russes dans Pokrovsk. Le ministère russe de la Défense publie aujourd'hui ces images qui montreraient des soldats russes évoluer dans Pokrovsk. Là encore, dans cette ville qui a été tant de fois revendiquée par les Russes, elle n'est toujours pas tombée. Il y a toujours une partie de Pokrovsk qui est... Voilà, on voit l'état de destruction, l'acharnement au combat, la ténacité au combat des deux armées. Ce qui est triste, c'est que moi, alors j'étais dans cette ville en août 2024, au moment où ils ont demandé l'évacuation, parce qu'elle était à portée d'artillerie. Elle était à 15 km des Russes en août 2024. Et c'était une ville rayonnante, joyeuse, avec des marchés, des restaurants, etc. Les Russes ne peuvent avancer que sur un tas de ruines. S'ils étaient capables de percer, d'avancer, d'encercler, évidemment, ils n'auraient pas à réduire les villes en tas de cendres dans lesquelles les Ukrainiens n'ont plus la possibilité de se cacher. Par contre, dans cette ville, mètre après mètre, les Ukrainiens ont aussi créé des conduits pour pouvoir se bouger, se déplacer sans être à portée des drones. C'est-à-dire, il y a des souterrains là ? Il y a des souterrains sous la ville. Alors là, c'est la zone qui a déjà été conquise par les Russes, mais chaque maison est piégée, chaque coin tend une embuscade. Ils ont posé des... Mais c'est invraisemblable tout ce qu'ils m'ont expliqué quand j'y étais. La dernière fois, c'était encore il y a 2 semaines, j'étais à Kramatorsk, où c'était les mêmes unités qui combattent sur Kramatorsk et qui combattent dans cette zone de Pokrovsk. Quand on voit ces images et quand on entend ce que vous dites, on imagine évidemment l'état d'esprit de ces soldats quand ils liront que même l'Union européenne dit, ou les Européens disent dans le plan, l'Ukraine ne devra pas recouvrer militairement son territoire occupé, qui a été défendu au prix de tant de morts. Mais le but était d'empêcher que les Russes détruisent la ville suivante. Honnêtement, les Ukrainiens n'ont pas les moyens militaires et humains, sans mobilisation, mais militaires, ils ne les ont pas, de reconquérir et de repartir à l'assaut. Leur grande contre-offensive de l'été 2023 a été un échec parce qu'ils n'avaient pas les équipements nécessaires et pas la masse nécessaire. Ils n'avaient pas d'avions, ils n'avaient pas de système de déminage en masse, et les Ukrainiens aujourd'hui, ils manquent réellement de tout ce qui est nécessaire pour faire un assaut. Et les soldats ukrainiens que vous avez rencontrés à de très nombreuses reprises, ils se battent. Bien sûr, aujourd'hui. bien sûr. Et ils veulent se battre jusqu'à quel moment? Alors eux, ils s'arrêteront jusqu'à ce que leur chef, et clairement, Zelensky, le fait qu'il n'ait pas fui, etc., c'est Zelensky qui donne le là. Tant que Zelensky, et ils sont vraiment d'accord sur le fait, la population générale, il ne faut pas céder aux revendications excessives de Trump, il ne faut pas abandonner ses territoires, et je ne sais pas la proportion de soldats, si demain on leur dit, finalement vous abandonnez ce qui reste de l'oblast pour reculer derrière, déjà militairement, il n'y a pas de ligne de défense à la frontière des oblasts, donc s'ils devaient donner ces oblasts, les Ukrainiens n'ont pas de possibilité d'arrêter un futur assaut russe. Donc déjà militairement, ce n'est pas possible. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant comme analyse. Mais oui, parce que s'ils le donnent demain, les Russes arrivent sur ce bord, et là, il n'y a plus de barrière.
Il n'y a plus rien en face. Ça, c'est pas possible qu'ils le donnent militairement déjà. Donc il faudra des mois et des mois avant qu'un vrai cessez-le-feu, si jamais il devait donner le Donbass, aboutisse réellement à la fin de la construction de cette ligne de défense. Oui, c'est une